L'homme de pierre. Le tueur en série connu uniquement sous le nom de l'homme de pierre est l'un des criminels les plus en vue et les plus redoutés en Inde. Son règne de terreur a duré des années, mais il n'a jamais été attrapé en raison d'un manque de témoins, de preuves et, selon certains, de l'incompétence de la police locale. À Mumbai, en 1985, une série de meurtres atroces et apparemment aléatoires a commencé. Au cours d'environ 2 ans, 12 personnes ont été assassinées dans les rues de la ville. Les zones de Sion et du King's Circle en particulier étaient traquées par un tueur non identifié. Le coupable localisait des victimes insoupçonnées qui étaient souvent sans abri, dormant seules dans une zone désolée. Une fois que le tueur avait trouvé sa cible, il utilisait une seule pierre ou dalle pesant environ 30 kg pour écraser le crâne de la victime. Dans la grande majorité de ces cas, les victimes de Pearl ne pouvaient ainsi pas être identifiées car elles n'avaient aucune forme d'identité et aucun parent ou associé qui pourrait les nommer. 6 meurtres distincts ont eu lieu avant que les autorités locales ne réalisent que leur population sans-abri était ciblée et que tous les meurtres jusqu'à présent étaient l'œuvre d'une seule personne. Alors qu'une victime, un serveur sans-abri, a réussi à échapper à une mort par matraquage, la zone dans laquelle il avait été attaqué était trop sombre pour qu'il puisse distinguer le visage de ses agresseurs. Ainsi, cette lueur d'espoir a rapidement disparu. On sait très peu de choses sur l'homme de pierre. En raison du fait que le coupable soulève et laisse tomber une lourde pierre ou dalle de béton, les autorités partent du principe qu'il s'agit d'un homme grand et bien bâti. L'arme utilisée est souvent prise à proximité et n'est jamais apportée sur les lieux, tandis que les victimes dans chaque cas sont des marginaux, décrits comme des fous, des mendiants et des tireurs de pousse-pousse. Selon un article du Los Angeles Times écrit en 1989, les détectives en Inde n'avaient même pas pensé à conserver les armes du crime. Ils ont également admis qu'il y avait un manque d'intérêt pour l'affaire car les victimes étaient, je cite, des membres indésirables de la société qui n'y contribuaient pas. Ces personnes n'avaient même pas le droit de vote. La première victime, dont la vie a été prise le 4 juin 1985, était une femme qui gagnait sa vie en vendant de l'alcool de contrebande dans les rues. La deuxième victime a été tuée exactement 1 mois plus tard, le 4 juillet. Pour beaucoup, une partie de la raison pour laquelle ce crime odieux n'a pas été résolu est due à un travail de police bâclé associé à un changement de direction dans l'affaire. Au début, le commissaire adjoint initialement en charge de l'enquête a été évincé. Il avait partagé ses propres théories complexes sur ce qui se passait et qui était le coupable, et avait même créé des profils psychologiques du tueur, mais il a été remplacé par quelqu'un qui, à un moment donné, soupçonnait que le coupable était une sorte de sorcier de la mort. En conséquence des crimes, le surnom Stoneman est devenu un nom familier. Ceux qui étaient assez malheureux pour dormir dans les rues ont décidé qu'il était plus sûr de le faire en groupe. Ils ont également mis en place des roulements pour qu'il y ait toujours une personne éveillée pendant la nuit. Ils croyaient qu'ensemble, ils pourraient appréhender le tueur s'il était assez insensé pour approcher le groupe, mais il ne l'a jamais fait. Les informations sur l'enquête réelle sur les meurtres de l'homme de pierre sont rares. Selon les rapports, les autorités ont fait appel à des chiens renifleurs pour les aider à un moment donné, mais les canidés n'ont pas pu suivre l'odeur du coupable. Et donc aucune nouvelle piste n'a été trouvée avec cette méthode. Les théories sont également rares dans cette affaire. Comme mentionné précédemment, un détective derrière l'affaire croyait qu'un sorcier de la mort était impliqué, tandis qu'une autre théorie stipule qu'il y a une sorte de dissimulation policière qui a empêché quiconque de parvenir à la vérité de l'affaire. Cependant, ces 2 théories sont finalement non fondées. En 1987, un chiffonnier à Mutanga, une localité de Mumbai, a été tué à coups de hache. Pendant un temps, la police a traité ce cas comme étant lié au travail du Stoneman, mais aucune preuve n'a jamais été réellement trouvée pour relier les deux. Au milieu de 1988, les meurtres de la population sans-abri de la ville avaient cessé.
Cependant, ce n'est pas là que se termine l'histoire du Stoneman, car en 1989, les exécutions ont repris. Cette fois, cependant, il se produisait dans la ville de Kolkata. La première victime de ces horribles meurtres est décédée des suites de blessures à la tête en juin de cette année-là. 12 autres personnes ont été tuées au cours des 6 mois suivants. Une fois de plus, toutes les victimes étaient des sans-abri qui dormaient seuls dans des zones faiblement éclairées de la ville. Suite à la découverte des crimes, un grand nombre de policiers ont été déployés dans diverses parties de la ville où ils patrouillaient les rues la nuit. De nombreuses arrestations ont été effectuées pendant cette période et par la suite, les exécutions ont cessé. Aucune preuve incriminante n'a pu être liée à aucun des suspects arrêtés, cependant, et ils ont tous finalement été libérés. On ne sait pas avec certitude si les meurtres de Kolkata ont été commis par la même personne qui a commis les massacres à Mumbai, mais en raison des nombreuses similitudes, les affaires sont traitées comme étant liées et l'auteur est considéré comme étant la même personne, bien qu'il soit tout à fait possible qu'une sorte de tueur-imitateur ait attaqué les victimes à Kolkata. En 2019, un cas où un homme de 35 ans a été battu à mort avec une pierre a ravivé les craintes que le tristement célèbre tueur en série soit revenu. Cependant, il semble que l'homme a été tué après une bagarre avec plusieurs de ses amis. Un autre tueur, connu sous le nom de Guwahati Stoneman, a été arrêté en 2009. C'était un toxicomane de 22 ans qui avait ôté la vie à 7 mendiants plus tôt cette année-là. Le nom Stoneman inspire toujours la peur dans le cœur de ceux qui vivent en Inde. À ce jour, l'auteur des faits est toujours inconnu. La police n'est pas plus proche de le trouver qu'elle ne l'était il y a 35 ans. Le slasher de Francfort. Le slasher de Francfort est le surnom donné à un homme non identifié qui a commis une série de crimes atroces dans la région de Francfort à Philadelphie, en Pennsylvanie, entre 1985 et 1990. Le matin du 26 août 1985, vers 8h30, des travailleurs des transports ont trouvé le corps partiellement vêtu d'une femme dans une cour de train dans la section nord-est de Francfort. La victime était Hélène Patan, âgée de 52 ans, et sa fin avait été violente. Elle avait été disposée de manière provocante avec les jambes écartées et son chemisier déboutonné. Des examens ultérieurs du corps ont révélé qu'elle avait été sexuellement agressée. Elle avait été poignardée 47 fois, principalement à la tête et à la poitrine, et son abdomen avait été lacéré de manière à révéler ses organes. Cependant, ce n'était que le début de l'horreur. Plusieurs mois plus tard, le 3 janvier 1986, à quelques kilomètres seulement de l'endroit où la première victime a été trouvée, un autre corps a été découvert sur la rue Rittner, bloc 1400. Anna Carroll, 68 ans, a été découverte étendue sur le sol de sa chambre après que quelqu'un a remarqué la porte entrouverte de son appartement. Comme Hélène, Anna avait été laissée partiellement dévêtue, nue de la taille vers le bas, et avait été positionnée par le tueur. Elle avait reçu 6 coups de couteau dans le dos et avait été éventrée. Le couteau de cuisine utilisé lors de l'attaque avait été laissé sur les lieux. À partir de là, il s'est écoulé presque une année entière avant que le terrifiant éventreur de Francfort ne frappe à nouveau. Le jour de Noël de 1986, Susanna Osleff, âgée de 64 ans, a été retrouvée de manière similaire à Hélène et Anna. Elle portait les mêmes blessures qu'Anna et a été retrouvée dans son propre appartement sur la rue Richmond. Puis, quelques semaines plus tard, le 8 janvier 1987, le corps de Jean Durquin a été retrouvé sous un camion de stockage par un employé de restaurant, juste à côté de l'avenue Francfort. Elle était une femme sans abri de 28 ans et avait été poignardée 74 fois et agressée sexuellement. Comme les autres victimes, elle avait été positionnée et était nue de la taille vers le bas. Jean avait vécu une vie relativement normale jusqu'à la fin des années 60 quand son frère est mort. Après cela, elle a commencé à entendre des voix et a été diagnostiquée avec une schizophrénie paranoïde. On la voyait souvent dormir dans l'entrée d'une boulangerie abandonnée à quelques portes d'un bar local appelé Goldie's et elle était sans abri depuis les 5 dernières années. Ceux qui la connaissaient
on dit aux autorités qu'elle n'était pas une femme qui se laissait facilement dominer. 6 policiers avaient une fois essayé d'arrêter Jean et avaient finalement abandonné à cause de sa résistance. Cela a amené les autorités à théoriser qu'elle connaissait peut-être la personne qui lui avait ôté la vie et qu'elle avait baissé sa garde. Ils ont également appris qu'une autre femme, une cliente de Goldie nommée Michelle Martin, avait eu une dispute avec la jeune femme de 28 ans à propos d'une couverture la veille de son exécution, mais Michelle a finalement été écartée de l'enquête. Lentement, les enquêteurs ont commencé à assembler les pièces. Ce ne pouvait pas être une coïncidence que 4 femmes dans la région de Francfort aient été maltraitées et attaquées de manière aussi violente et haineuse. Les enquêteurs ont finalement établi un lien entre les 4 victimes. Elles étaient toutes des habituées de Goldie's, un bar populaire sur une avenue de Francfort. Le quartier était bien connu pour ses consommateurs de drogue et avait la réputation d'être un centre de vie nocturne. Il y a des spéculations sur le fait que les victimes du tueur en série étaient bien des travailleuses du sexe, mais cela n'a été confirmé ni dans un sens ni dans l'autre. Avec cette découverte, les autorités ont formé une force d'intervention et la zone a été passée au peigne fin. Une barmaid de chez Goldie a été interrogée et elle a déclaré reconnaître la plupart des victimes, notant même que Jean venait généralement pour se réchauffer. Elle a également exprimé sa conviction qu'un client était coupable des meurtres, bien qu'elle n'ait fourni aucune description ni aucun détail supplémentaire. Il a été découvert que Susanna avait été dans le bar 3 jours avant son meurtre et qu'elle était toujours très sociable lorsqu'elle était dans l'établissement. Cependant, il a été noté qu'Anna restait seule et achetait ses propres boissons. À ce moment-là, les autorités ont décidé d'informer les médias qu'il n'y avait aucun lien entre les crimes. C'était peut-être pour éviter la panique parmi ceux qui vivaient dans la ville. Après cela, les meurtres se sont arrêtés pendant 1 an pour reprendre en janvier 1988 lorsque Margaret Vaughan, âgée de 66 ans, a été retrouvée morte. Elle a été découverte allongée dans le hall de son immeuble de 4900 sur Penn Street et avait été poignardée 29 fois. Cette fois, cependant, les enquêteurs ont eu un petit coup de chance. Une serveuse se souvient avoir vu Margaret la nuit précédente avec un homme blanc d'âge moyen, décrit comme ayant un visage rond et des lunettes et qui boitait. Elle se souvenait de suffisamment de détails pour qu'un portrait robot puisse enfin s'être établi et distribué dans toute la ville. Le département de police a fait appel à l'aide du public, mais malheureusement, aucune piste fructueuse n'a découlé de cela. Le 19 janvier 1989, Teresa Chiortino, âgée de 30 ans, a été retrouvée dans son appartement où elle vivait seule sur la rue Arrête. Elle a été découverte sur le dos, portant uniquement des chaussettes noires blanches, avec des blessures par arme blanches au bras, au visage et à la poitrine. Elle avait été poignardée 25 fois et avait été agressée sexuellement avec un morceau de bois. Un couteau de cuisine, déterminé comme l'arme du meurtre, a été trouvé sur les lieux et une empreinte de chaussure ensanglantée avait été laissée derrière, bien qu'elle n'ait jamais été associée à personne. Les voisins interrogés ont dit à la police qu'ils se souvenaient avoir entendu une lutte dans son appartement suivie d'un bruit sourd, comme un objet jeté au sol. Cependant, ils ont négligé d'y faire quelque chose et n'y ont pas beaucoup pensé à l'époque. On aurait vu Teresa avec un homme blanc d'âge moyen juste après 6 heures du soir, et la bagarre aurait été entendue peu de temps après 7 heures. Comme on pouvait s'y attendre, à ce stade, le trentenaire était également un habitué de chez Goldie. Le tueur en série de Francfort est resté silencieux plus d'1 an après le meurtre de Teresa. Ce n'est que le 19 avril 1990 qu'ils ont frappé à nouveau. Carol Dowd, 46 ans, a été trouvée vers 2 heures du matin par un officier de police en patrouille dans une ruelle près d'un marché aux poissons. Elle avait été poignardée 36 fois et ses organes étaient révélés par une entaille. En enquêtant sur le passé de Carol, cependant, la police a établi un autre lien important entre plusieurs de leurs victimes. Teresa, Carol et Jean avaient toutes été admises et sorties de services psychiatriques dans les années précédant leur mort. Teresa était encore une patiente externe en traitement au moment de son meurtre. La police s'est ensuite concentrée sur le marché aux poissons où Carol a été trouvée et a commencé à interroger les employés.
Ils se sont concentrés en particulier sur un homme noir nommé Leonard Christopher, qui non seulement vivait dans la région, mais connaissait également l'une des victimes, Margaret Vaughan. Il avait 39 ans et a dit à la police qu'il était avec sa petite amie la nuit du meurtre de Carol. Mais sa partenaire a dit à la police qu'elle était seule toute la nuit. Sans alibi, Leonard est devenu le suspect numéro 1 des forces de l'ordre, et il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne l'arrête, malgré le fait qu'il n'y avait pas de sang, pas de mobile et pas d'armes pour lier le jeune homme au crime, et le fait que plusieurs personnes avaient vu les femmes avec des hommes blancs avant leur meurtre. Leonard a été arrêté le 5 mai 1990. Les témoignages étaient mitigés. Ceux qui le connaissaient prétendaient qu'il était de bon caractère et n'avait été nulle part près des scènes de meurtre, tandis que 2 témoins affirmaient qu'ils avaient vu Leonard et Carol entrer ensemble dans une ruelle autour de l'heure de sa mort. Sa description ne correspondait pas à la plupart des témoignages sur l'homme vu en dernier avec les victimes, dont Carol elle-même. Le 20e juin, l'homme de 39 ans a comparu pour meurtre. Quelques mois plus tard, le 6 septembre 1990, le corps de Michel Martin, âgé de 30 ans, qui se faisait également appeler Michel Denner, a été retrouvé dans son appartement. Elle avait été poignardée 23 fois. Son corps avait été positionné, les organes exposés. Elle fréquentait souvent Goldies et était aussi une femme qui avait reçu des soins psychiatriques ces dernières années. Elle habitait à 3 pâtés de maison de Carol et habitait dans la même rue que Teresa. Non seulement cela, mais c'était la même femme qui avait discuté avec Jean la nuit avant que Jean ne soit tué. Michel avait également été vu la veille de sa mort avec un homme blanc d'âge moyen qui correspondait à la description originale donnée du tueur. Malgré le fait que Leonard Christopher n'aurait pas pu commettre ce meurtre, car il était en prison en attente de sa sentence, le jury n'a pas été informé de ce crime. Leonard a finalement été condamné le 12 décembre 1990 et condamné à la réclusion à perpétuité, où il est décédé plus tard d'un cancer. Il a passé sa vie à maintenir son innocence. Mis à part Leonard, on sait peu de choses sur les autres suspects qui pourraient être le slasher de Francfort. Un article de début 2019 par National Broadcasting Company indique qu'il y avait un suspect qui se présentait comme un ministre qui a disparu après avoir été interrogé par la police, mais pas avant que l'acide désoxyribonucléique ait été prélevé. Un article de Columbia Broadcasting System approfondit en affirmant que le coupable se faisait passer pour un conseiller offrant des conseils et du réconfort et qu'il louait un bureau dans une église voisine. Selon les rapports, en 2008, la police a appris que leur principal suspect était décédé. Il avait déménagé après avoir été interrogé et par la suite, les meurtres avaient cessé. Ce suspect n'a jamais été nommé publiquement. Il semble qu'il n'ait pas encore été définitivement lié à aucun des crimes. Pendant un court moment, l'affaire de Catherine Jones, une femme de 29 ans retrouvée morte en janvier 1987 dans la rue, a été considérée comme liée au tueur en série de Francfort. Elle a été retrouvée gelée et partiellement habillée, mais elle avait été battue à mort. Il semble aujourd'hui que son cas ne soit pas considéré comme l'œuvre du tueur en série. Les nouveaux enquêteurs sur l'affaire reconnaissent le fait que Leonard a très certainement été condamné à tort. L'affaire du tueur en série de Francfort est toujours ouverte et reste non résolue à ce jour. Et voilà les faits.